c'est une contre-propagande créée par la CIA. Ah, mais ça, c'est intéressant, on devrait en parler. Oui. Oh mon Dieu, on va parler de ça. Je vais me faire des amis. Là, on était partis. Là, on roule. Là, ça roule. Oh, ça roule! Oh my God, là, je suis toute excitée. Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on était supposé de faire une émission chez toi, tranquille. Oui. Mais là, on a eu l'opportunité d'avoir 2 excellents invités. Et parler d'un sujet qu'on aime beaucoup, qu'on aime souvent. Oui, souvent. Lucien Cerise, bonjour. Bonjour. Et Piero San Giorgio. Est-ce qu'il faut que je fasse avec un accent italien? Exactamente. Oui, bien sûr. Alors, bon matin, pour prendre une telle expression québécoise. Alors. Ah oui, mais c'est un anglicisme. On n'est pas supposé dire ça. Si on dit ça, on se fait canceller. Ah bon? Nous, on est très moutons. On dit. On dit tout ce qu'il faut. Nous, les Italiens, on peut faire de l'appropriation culturelle, on prend tout. Mais nous, on doit dire qu'on est déjà cancellés, alors ça peut pas être pire. Est-ce que vous êtes cancellés, vous? Est-ce que vous avez eu des coups de bâton? À l'époque du Covid, moi, j'ai dû finauder pour pas perdre la chaîne YouTube. Hein. Je peux imaginer. Mais on est shadowban, enfin toi aussi, je pense, on est tous shadowbannés à mort. Oui, parfois des problèmes pour ouvrir ma page Facebook, par exemple. Et puis je reçois ensuite un écran d'information qui me dit « Vous ne correspondez pas aux critères de la communauté, etc. etc. » Donc vous êtes banni de Facebook pendant une semaine. Bon, voilà. Ensuite, j'ai beaucoup de vidéos auxquelles j'ai participé qui ont été effectivement retirées, censurées, sur divers médias comme TV Liberté. Quoi d'autre encore? Oui, c'est... Voilà. Et puis, j'ai eu une conférence qui a été interdite par la préfecture de police l'an dernier. La police! C'est trop de vérité, trop de vérité balancée comme ça. Ça devient c'est les médailles qu'on a aujourd'hui. Oui. On en arrive là, on est fiers. C'est les médailles d'honneur de demain, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle, là, on a plus de followers qu'avant la pandémie, mais pourtant on a moins de visibilité. C'est quand même spécial. Hein? Ouais. Alors, Lucien Cerise, de la visite de France, et Pierrot, de la visite de Suisse. Lucien Cerise, qui a fait des études au doctorat en philosophie. Donc, vous allez bien vous entendre avec Stéphane, parce que c'est un grand fan de philosophie. Oui. Est-ce que c'est bon, cette information, que vous contribuez à la revue Philosophoire? J'ai contribué au passé, oui, entre 1997 et 2005. Donc, c'est une revue de philosophie qui avait été lancée à l'époque par des étudiants. Maintenant, ils sont devenus enseignants. Et puis, moi, je suis pas devenu enseignant. Je travaille dans les milieux de la recherche, mais au service des chercheurs. Hein. Donc, voilà. Donc, mais effectivement, oui, jusqu'en 2005, j'écrivais et puis je faisais aussi la mise en page de la revue. Bon, c'était un peu artisanal. Hein. On a commencé comme un fanzine, quasiment. Et puis, après, voilà, on a eu en fait les moyens de faire un produit un peu plus fini, un peu plus professionnel. Et voilà. Dans le fond, la meilleure façon de vous décrire, c'est spécialiste en ingénierie sociale. Oui, voilà. Et donc, je fais des recherches indépendantes, effectivement, depuis une vingtaine d'années. Et puis, je précise que je ne suis pas docteur en philosophie, contrairement, en fait, à la fausse information qu'on trouve sur Internet. Voilà. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, après la maîtrise de philosophie, là, par contre, j'ai le diplôme de maîtrise de philosophie. Justement, je pensais faire un PhD à l'Université Laval. À l'époque, j'avais... Mais là, non, c'est rendu woke. Oui, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Maintenant, oui. Là, c'était en 95. Hein, donc, il y avait encore de l'espoir à ce moment-là. Mais là, toutes les universités sont woke. Il n'y a rien à faire. On va parler de votre plus récent livre. On va pas nécessairement parler de ça. On va parler de l'ingénierie sociale en général. Mais votre plus récent livre, c'est « Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN ». Mais ça fait un peu partie de la thématique générale de l'émission. Et Piero San Giorgio, visite de Suisse, auteur survivaliste. J'ai hâte d'en entendre plus là-dessus. Auteur notamment de Survivre à l'effondrement économique. Et là-dedans, vous développez la thèse d'un effondrement économique, un effondrement énergétique, écologique, financier, politique, social et, oui, économique. J'aurais pu écrire ce livre parce que c'est mon discours depuis longtemps qu'il y a un effondrement qui s'en vient. Mais c'est pas, je pense que c'est pas compliqué. On le voit, on le voit aujourd'hui. Ouais. Tout se dirige vers là. Mais il a été écrit en quelle année, ce livre-là? 2011. 2011? Parce que là, ça dit qu'il va mener à une guerre généralisée d'ici 2025. Alors, en 2011, vous avez écrit des livres prophétiques.
C'est prophétique. Je disais qu'à partir de 2020, nous allons entrer, et c'est lié avec l'ingénierie sociale, vous allez voir, nous entrons à partir de 2020, comme par hasard il s'est passé des trucs en 2020, dans une période de convergence de grandes crises, à la fois énergétiques, politiques, sociales, migratoires, et financières surtout, qui vont nous amener vers une période de déstabilisation assez importante. Et que la réaction ou la tentative de gérer ces crises va être d'essayer de mettre en place le contrôle des populations, voire de nous emmener dans des guerres, et donc pour ça il faut manipuler. Parce que et ma thèse c'est que tout ça va échouer et ça va créer des périodes de chaos après lesquelles on peut être très positif parce qu'on va pouvoir reconstruire un peu mieux nos sociétés humaines telles qu'on a. Mais en attendant, on rentre dans une période très difficile et alors moi j'avais prévu entre 2020 et 2025 le processus commence vraiment à devenir sérieux. Je crois qu'on y est. Oui. Mais c'est incroyable! Pouvoir prédire le timing comme ça. Comme monsieur, j'ai un cerveau qui fonctionne et j'observe la réalité. Non, il s'agit que d'observer. Hein. Non, il s'agit que d'observer. Vous avez raison quand on observe, mais surtout, c'est que... Bon, après, c'est le background. Moi, je viens du monde des affaires, du marketing. J'ai beaucoup travaillé à travers le monde. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé au Moyen-Orient. Donc, j'ai pu voir que le monde, il n'est pas tout beau, tout propre comme Montréal ou comme la Suisse d'où je viens. Le monde, il est souvent dur, il est souvent violent, il est souvent assez sale, même au niveau écologique. Et donc, forcément, ces tendances, elles avancent. Et donc, quand on les projette dans l'avenir, avec un petit peu d'intuition à l'italienne, on se dit... Donc, il y a la rigueur suisse, mais un peu l'intuition italienne, on se dit ça va pas bien se passer. Mais on peut garder espoir et donc on essaye de travailler sur comment on se prépare. Mais ce qui est fascinant, et en ayant découvert aussi le travail de Lucien ces dernières années, et surtout avec le Covid, c'est qu'on se rend compte à quel point en fait, on utilise de plus en plus des émotions comme la peur. C'est pour ça que mon dernier livre travaille sur comment on peut survivre à la peur. Oui. Mais en fait, c'est comment survivre à la peur. Comment est-ce qu'on utilise la peur pour nous mettre de plus en plus dans une prison mentale, dans une prison physique. On a vu en mars 2020. Tout ça avec l'épisode de la COVID. Et surtout, comme je parle de problèmes qui sont en train d'arriver, je me suis rendu compte qu'une partie de ces problèmes, ils sont en fait créés par... alors ça peut être l'État profond dans certains cas, parfois c'est le système politique, et parfois c'est les oligarques qui dirigent un peu tout ça, qui utilisent ces peurs parce qu'on les a développées dans des expériences. On connaît bien la psychologie de l'époque de Tavistock, même plus récemment dans les années 60-70 avec les expériences MK-Ultra. On sait comment on manipule l'homme, l'être humain. Et ensuite, on sait comment on va manipuler les foules. Au début du XXe siècle, c'était la propagande, comment on a forcé les femmes à fumer. C'était la grande propagande des années 10-20. Puis ensuite, comment on a créé on a utilisé le ressentiment par le nationalisme pour créer les conditions de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, comment on a utilisé les idéologies qui étaient présentes à l'Est et chez nous aussi. On avait aussi des idéologies pour ces conflits. Et quand ça a disparu, et bien là, on a commencé à nous faire de plus en plus peur. Peur du terrorisme, peur de la maladie, peur de la déchéance financière, de devenir pauvre, la guerre froide, peur des autres. Et c'est aujourd'hui avec l'Ukraine, peur nucléaire, et même la peur de l'étranger, du migrant, non, mais dans etc. les années 80, 90, on était... en tout cas, je ne sais pas si c'est en Europe, c'était comme ça, mais ici, en Amérique du Nord, on se faisait toujours rappeler qu'on était... sur le bord d'une guerre nucléaire avec la Russie. Ah oui, même c'est rendu le climat, il faut avoir peur. Ouais, maintenant il y a le climat, la peur du climat. Attention, si vous mangez de la viande, vous allez détruire la planète, etc. Et c'est même exagéré, mais ça marche sur beaucoup de gens, et parce qu'il y a des techniques qui fonctionnent. Et donc voilà, on essaye d'approcher cet ensemble de cette réalité qu'on observe. Toi, par la description, Lucien, beaucoup par la description, ce que j'ai bien compris, des mécanismes qui la provoquent. Et moi, c'est comment on va sauver nos fesses. Parce que les deux sont importantes. Solutions. Oui. Puis on va en parler. Oui, on va parler de tout ça aujourd'hui. Puis pas en fin de semaine. En ce moment même, parce qu'on est dimanche. Oui, c'est à midi que ça commence. Vous êtes déjà à 1 heure. Oui, c'est ça, dans 45 minutes. Vous participez tous les deux à une conférence. Vous êtes speaker dans une conférence sur l'ingénierie sociale. Et instrumentalisation de la peur en Occident.
Et puis, c'est justement avec vous deux, Jérôme Blanchet-Gravel, Sylvain Laforêt. Donc, je suis là en ce moment aussi. Ah, t'es là, je toi. me dédouble. Bon, ben voilà. Oui. Puis, vous, tous les deux, vos livres sont aux éditions Culture et Racines, et on a le président fondateur de Culture et Racines, Anthony Bonamy, qui est avec nous, qui surveille ses intérêts. Bienvenue. Il fait de l'ingénierie sociale. Oui. Il a pris des valises pleines de livres. On peut les signer sur place, donc c'est bien. Oui, vraiment. Il y a un paradoxe dans l'ingénierie sociale, hein, parce qu'en fait, il y a de l'ingénierie sociale pour nous faire croire que l'ingénierie sociale n'existe pas. C'est une théorie du complot, dans le fond, tu sais. Oui, simuler la spontanéité, hein, je résume là en 3 mots ce que vous venez d'expliquer, hein, l'ingénierie sociale pour dissimuler l'ingénierie sociale. Oui, exact. Donc en fait, c'est aussi les mécanismes de naturalisation. Hein, par exemple, très souvent, le libéralisme, en fait, se présente comme un ordre naturel, alors qu'en fait, c'est entièrement construit. Hein, j'en parlerai aussi dimanche. Hein, on peut faire justement une déconstruction de la théorie libérale. C'est ce que fait Stuart Ewen, hein, notamment, donc, qui est en fait un auteur dont je présenterai le livre dimanche, parce que j'en ai fait la préface. J'ai fait la préface de la réédition en français du livre donc de cet universitaire américain, hein, qui est de la City University of New York, la CUNY, et qui a écrit un livre phare pour ce qui est de la critique de la société de consommation, intitulé donc en français Conscience sous influence, et donc en anglais Captains of Consciousness. Et il montre bien que en fait le libéralisme, le capitalisme consumériste est une construction. Hein, ça, c'est pas du tout le respect d'un ordre naturel. Mais justement, hein, pour effectivement fabriquer le consentement des masses, eh bien, il faut dire, je ne suis pas une construction arbitraire. Enfin, en tout cas, je ne vous propose pas un système conventionnel, arbitraire. Non, je ne fais que appliquer l'ordre naturel. Une des choses qui s'est produite pendant la COVID, vous venez de dire la fabrique du consentement le plus connu qui a fait évoluer ce dossier-là, c'est Noam Chomsky. Et pendant la COVID, il était absolument pour... il a adhéré à tout ça. Et méchamment même. Oui, méchamment en plus. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, que ce monsieur-là, qui est le père de cette... De la manipulation de masse. Oui, de l'analyse de la manipulation de masse. Oui, le consentement forcé. Qu'est-ce que vous pensez de ce... en fait, je pense que... Paradoxe. Oui et non, c'est-à-dire qu'il est très vieux. Hein, donc, il s'est senti fragilisé. Enfin, il y a une... c'était l'hypocondrie, là. C'était la peur. Mais c'est ça, exactement. Ouais. Les gens de pouvoir, en fait, ce n'est pas un hasard si le transhumanisme est aussi populaire dans les milieux du pouvoir, mais enfin, le très haut. Hein, c'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont peur de tout, et notamment peur de mourir. Hein, et le transhumanisme, ça repose sur une idée maîtresse, une idée force, c'est mort à la mort. Et donc quelqu'un comme Chomsky qui a plus de 80 ans, 90, je sais plus. Je pense qu'il a sincèrement eu peur de mourir du SARS-CoV-2. Voilà, parce qu'il est de fait, en fait, le 1% de décès provoqués directement par le SARS-CoV-2, c'était chez les personnes âgées. Ouais. Voilà, ensuite, il aurait pu réfléchir un tout petit peu et puis réfléchir aux conséquences sociopolitiques, effectivement, des mesures dites sanitaires. Mais faut avouer, quand on a peur d'être physiquement touché par quelque chose, on peut s'emballer un peu sur le plan émotionnel. C'est précisément une conséquence de la peur. Et je pense que l'ingénierie sociale joue beaucoup sur cette peur, la peur. La peur nous empêche de réfléchir. Je suis allé l'interviewer chez lui, là où il travaille, au MIT, à Chomsky, à l'époque, il y a 10 ans. Et c'est vrai que d'un côté, il a un aspect brillant, d'une part pour la linguistique, mais aussi pour cette série qu'il avait écrite et ensuite réalisée sur la fabrique du consentement est particulière. Après, il y a aussi la théorie du gatekeeper, parce que il y avait un autre thème sur lequel il a hurlé avec les loups, c'était le 11 septembre.
Pour lui, le 11 septembre, c'est la version officielle. Oh, wow! Oui, c'est étonnant que Noam Chomsky ait défendu la version officielle, qui est un peu farfelue quand même, avec 18 ou 18 ou 19 Saoudiens qui montent dans des avions, ils apprennent pas à les faire décoller ni atterrir. Enfin bref, c'est quand même une histoire un peu qui est pas crédible, la version officielle. En revanche, est-ce qu'il y a eu une forte ingénierie sociale autour du 11 septembre pour nous faire, pour nous pousser dans la guerre? Là, clairement, oui. Oui, bien sûr, oui. Alors, je reviens sur Noam Chomsky. Donc, il reprend le récit officiel, c'est le storytelling officiel, mais de quel côté? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il c'était comme un certain Marc Edwardin pour dire bien fait, les États-Unis méritent ce qui leur arrive, ou est-ce que c'était en fait pour stigmatiser l'islam et les musulmans? Ça, j'ai oublié. Est-ce que tu peux... Alors, Noam Chomsky est dans l'approche anti-guerre. D'accord. Donc, clairement, il disait, le 11 septembre, c'est effectivement la version officielle, c'est Osama Ben Laden, avec des Saoudiens qui, par miracle, arrivent à déjouer la défense du plus puissant, à l'époque, pays militaire du monde. Mais il disait aussi, il ne faut pas faire la guerre en Irak. Ce en quoi j'étais d'accord, parce que moi, j'ai milité à cette époque... à la fois pour l'écologie, mais naïvement aussi contre la guerre. On était dans la rue en février 2023 en train de dire non à la guerre, non les bombes sur l'Irak. Pierrot est très woke. Et là, il y a eu toute une ingénierie sociale en parlant des armes de destruction massive. Oui, tout à fait, oui. Mais alors, concernant, excusez-moi, je reviens encore sur Chomsky. En fait, en réalité, il a parlé en homme de gauche. Oui. C'est-à-dire, en fait, en tiers-mondiste. Oui. C'est-à-dire bien fait. En fait, il s'attribue, il reprend le récit officiel, mais côté pro tiers-monde. C'est-à-dire, en fait, en l'occurrence, le tiers-monde représenté par Al-Qaïda. Bon, c'est ce qui peut paraître délirant, mais enfin bon, vous connaissez Judith, qui est spécialiste, enfin qui a le trou de mémoire quand J'aimerais beaucoup vous aider. Celle qui est dans le LGBT et qui s'engage aussi pour le Hamas, pour le Hezbollah. Parce qu'ils sont tous dans le LGBT. Oui, voilà, mais une grande militante LGBT qui avait écrit Confusion dans le genre. Ah mon Dieu, ok. Bon, bref. Même si je suis une femme noire, musulmane, lesbienne, je ne saurais pas. Judith, comment ? Butler, voilà. Judith Butler, qui est très connue, en fait, qui soutient, qui est connue comme étant la principale théoricienne du LGBT à travers le monde, mais qui soutient les islamistes. Vous voyez, donc en fait, ça, c'est le grand écart. C'est extraordinaire. Hein? Mais c'est ce que la gauche arrive à faire. Ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le gauchisme ou le wokisme. En fait, le wokisme arrive à synthétiser l'intersectionnalité des luttes. Ils vont vite apprendre à voler. Et Chomsky, en fait, effectivement, je pense que là, en fait, était déjà, préparé cette espèce d'intersectionnalité des luttes entre le peuple opprimé par le grand capital et les musulmans opprimés par l'impérialisme américain. Et en fait, tout ça, effectivement, en gros, des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui sont, dans la théorie, opprimés par les mêmes centres de pouvoir, doivent pouvoir s'unir, même si, effectivement, ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Il y avait une citation dans 1984 sur ça. Cette façon de faire, c'est d'entrer des vérités qui s'opposent dans la tête des gens pour que, à un certain moment donné, ils soient incapables de penser. Les barrières s'effondrent. Oui, qu'ils soient incapables de penser. Qu'il y ait deux versions qui pensent vraies, qui sont absolument opposées. Non, on l'a vu pendant la COVID aussi, ça revenait souvent. C'est contradictions. Les masques sont pas bons, ils nous ont dit ça au départ. Puis ensuite, il dit il faut rendre le masque obligatoire. Tout à fait, oui. Effectivement, et ça, à partir du moment où vous arrivez à désorienter quelqu'un par rapport à ses habitudes antérieures, vous pouvez lui faire adopter de nouvelles habitudes. C'est-à-dire de nouvelles routines comportementales, c'est-à-dire de nouveaux programmes. Donc en fait, vous l'avez déprogrammé et reprogrammé. C'est pour ça que le parallèle, finalement, avec l'informatique, c'est le parallèle de la cybernétique. La cybernétique nous dit quoi ? Qu'il n'y a pas de différence entre un être vivant et une machine, fondamentalement. C'est pour ça que Bill Gates a passé de l'informatique à la COVID, à la biologie. Oui, tout à fait. Le parallèle avec l'informatique, c'est la division par zéro. Mais en fait, la COVID, ça a été simplement le prétexte pour
imposer ce changement de paradigme-là dans la tête des gens. Aussi, oui. Et puis, alors, pour revenir un tout petit peu sur le 11 septembre, effectivement, il fallait donc un choc. Alors ça, c'est Naomi Klein, qui est de chez vous, enfin de Toronto. Voilà, enfin qui a été effectivement, voilà, qui a écrit un livre absolument extraordinaire où elle a pris beaucoup de risques. D'ailleurs, elle le disait en fait avec mes éditeurs, on savait pas trop où on allait parce qu'elle a réussi. Enfin, elle a eu le culot, elle a osé faire le parallèle entre la thérapie de choc, c'est-à-dire en fait les méthodes de destruction programmée, néolibérale, c'est ça, de l'économie en fait, pour recentraliser. Donc en fait, on détruit pour mieux centraliser ensuite. Et puis effectivement, les méthodes de mind control, de contrôle mental de la CIA, des services anglo-américains. Et je me souviens dans le court-métrage promotionnel de son grand livre, là, la stratégie du choc, de Shock Doctrine. Bon, elle va très loin en fait. Et en fait, elle a été effectivement taxée de conspirationnisme, conspiracy theories à l'époque déjà. Mais ça, c'était dans les débuts de 2010, là, je pense. Oui. Alors qu'elle aussi, c'était une prophétie. De 2007 ou 2008, je ne sais plus exactement. Je l'avais lu, moi, dans ce temps-là, quand c'est sorti. Mais il y avait quand même des signes clairs qui vous montraient ce qui s'en venait et qu'on devait absolument passer par l'effondrement si justement on va aller vers... On n'est pas rendu là encore à l'effondrement. Ça s'en vient, par exemple. Comme Perrault disait, c'est quelque chose de positif qu'on doit passer par là pour... sinon, c'est l'effondrement ou c'est le contrôle totalitaire transhumaniste. Là, on s'égare. On va commencer l'émission. Ah, on n'a pas encore commencé? Non, on n'a pas commencé encore. On est juste dans l'intro, là. Oui, on est dans l'intro. Écoute, là, on va essayer de comprendre ce que c'est que l'ingénierie sociale. On va essayer d'y trouver une définition. Je vais vous en montrer une, Amélie, si tu veux. Si on peut l'avoir à l'écran. Donc, l'ingénierie sociale. Ça, vous allez sauter sur vos sièges. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Ah bon? Alors, c'est pour nous mettre en bouche. Là, donc, c'est vrai. Forcément, c'est vrai. Alors, j'ai hâte de voir la vérité divine qui est sur à tous les deux, j'ai hâte de voir votre réaction à ça. L'ingénierie sociale est née de la professionnalisation du social. Déjà, je comprends même pas ce que ça veut dire. Dans le secteur social, les usagers vivent dans un contexte socio-économique et environnemental de plus en plus complexe. Par ailleurs, la réponse sociale aux problèmes actuels de la société demande une compréhension de plus en plus large d'un problème. Public cible, politique, environnement, économie, budget, législation, réseau et partenariat, évaluation, cohérence. Aussi, l'ingénierie sociale désire appréhender la complexité du social pour en permettre des changements positifs sociétaux. Beaucoup de mots qui ne veulent dire pas grand-chose. Kamala Harris, je veux dire, plein de mots qui veulent rien dire. Alors, on va y aller. Qui veut commencer? Votre définition de l'ingénierie sociale. Alors, je voudrais dire que cette définition n'est pas totalement fausse. C'est-à-dire qu'il existe un diplôme d'ingénierie sociale en France, en fait, et qui ne consiste pas à faire du piratage informatique ou quoi. C'est-à-dire que c'est un diplôme qui doit ensuite vous permettre de travailler dans le domaine de la réinsertion sociale. Donc vous devenez assistante sociale, ou vous travaillez dans les MJC, les maisons des jeunes et de la culture, avec un public éventuellement de toxicomanes, et votre mission, en fait, c'est de reconstruire ce qui a été détruit. Ou ce qui n'a jamais existé, peut-être aussi. La reconstruction... Mais c'est pas de celle-là, ici, qu'on va parler aujourd'hui. C'est de l'ingénierie sociale civilisationnelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la manipulation de masse? C'est ça, oui, mais ça va au-delà de la manipulation, parce que ce n'est pas, en principe, en théorie, ce n'est pas réversible. Quand vous manipulez quelqu'un, ou quelque chose d'ailleurs, en fait, ensuite vous passez à autre chose. Mais là, le but moi, ma définition après 20 ans de travail sur cette question, en fait, c'est, donc l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Ça peut s'appliquer à plusieurs échelles. Et cette transformation, j'ajoute, elle est censée être définitive. Et dans le domaine du travail social, votre but, c'est de réinsérer des marginaux, mais définitivement. Il ne s'agit pas qu'ils retournent dans leur marginalité après être passés entre vos mains, en quelque sorte. Donc, il y en a une dans le micro, une dans le macro. Mais dans le macro, est-ce que ça peut être bienveillant? Alors, quand c'est bienveillant, en général, ça veut dire que tout le monde est au courant de ce qui se passe. En fait, et ça s'appelle de la politique. Si par exemple telle société rencontre tel problème, les leaders, les chefs de tribu vont dire on a un problème, il va falloir changer nos pratiques.
Par exemple, je sais pas, enfin, pour prendre des exemples faciles à comprendre, une tribu au fin fond de l'Amazonie se rend compte qu'il n'y a plus de poissons dans la rivière. Bon, bah voilà, on fait un conseil des sages, et puis on décide de changer de territoire ou de changer notre alimentation, et on va commencer à chasser les oiseaux, et voilà. Donc, il va y avoir de la résistance au changement dans la tribu. Alors, voilà. Et de là, le mensonge et la peur. Et... Quand effectivement la tribu estime que, en fait, il n'y a pas de raison de changer. Ouais. Parce que, voilà, là, je prenais l'exemple, en fait, justement, d'un changement consenti par tout le monde. Parce que tout le monde fait le constat qu'on a tous le même problème. Mais quand, en fait, votre projet, c'est de faire changer le groupe qui n'en a pas besoin, parce que, en fait, tout simplement, il est adapté à son environnement, eh bien, il va falloir pratiquer des stratagèmes et appliquer la ruse, au sens général du terme. Enfin, genre, en fait, la ruse, en fait, bon, c'est vieux comme le monde, on en parlera, là, j'ai vu c'est le cheval de Troie, par exemple. Oui, bien c'est ça. Les exemples que j'ai mis quelques exemples. L'exemple du cheval de Troie, c'est une des plus vieilles outils qu'ils ont utilisés pour faire de l'Iliade et l'Odyssée, c'est un des textes fondateurs de la civilisation grecque, dont la nôtre. Tout à fait. Et ça, c'était de l'ingénierie sociale, pour apprendre la vertu au peuple. Et d'ailleurs, le courage et... Exactement. Et en fait, dans les milieux du piratage informatique, le concept a été repris. Mais littéralement, puisqu'on parle aussi de cheval de Troie, de Trojan, en anglais, pour qualifier justement en fait cette technique qui doit éveiller la curiosité de votre cible, et donc fabriquer son consentement, donc obtenir sa confiance. C'est parce que par exemple là dans la légende grecque, en fait, bon, donc il y a deux armées, il y a deux ennemis qui s'opposent. Bon, si vous voulez pénétrer et subvertir les défenses de votre ennemi, il faut qu'il baisse sa garde. Il faut qu'il baisse son niveau de méfiance. Il faut utiliser la ruse. Voilà, la ruse pour obtenir sa confiance ou sa curiosité, mais c'est un peu la même chose. Donc, Ulysse et ses amis fabriquent une fausse statue. Tout est faux après, voilà. Et donc, qui excite... Tout est faux. On s'entend bien, moi et Lucien. En tout cas, bon, dans la légende, parce que la technique consiste à exploiter les ressources du faux, de la falsification, du mensonge, de l'artifice, et donc ça excite la curiosité donc des Troyens. Ils se disent tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc, et voilà, et en fait ils font rentrer leur ennemi, en fait, volontairement. C'est ça qui est fabuleux. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est merveilleux. Il y avait dans cette histoire-là, il y avait Cassandre, qui est l'original, la première complotiste. Qui criait à tous les problèmes qui peuvent arriver, puis elle était ignorée. Et même ridiculisée. Donc c'était Cassandre, la première complotiste. C'était Apollon qui lui avait donné ce don, mais avec le défaut de personne n'allait le croire. Parce qu'elle avait, je crois, défié... elle avait refusé de prier dans le temple. Les Grecs avaient toujours des histoires un peu à double lecture. C'est des cautionary tales, comme on dit en français, des avertissements pour ce qu'il fallait pas faire, en fait. Et on a vu une autre version de l'ingénierie sociale. Alors moi, je l'ai connue, l'ingénierie sociale, par le petit bout de la lorgnette, puisque mon diplôme à l'université, c'est dans le marketing. Et donc, j'ai eu l'approche... C'est un nouveau mot pour le mot propagande. Exactement. J'ai vu du côté commercial, comment est-ce qu'on arrive à convaincre un marché, des consommateurs, d'adopter des produits dont ils n'ont pas forcément toujours besoin. Alors moi, après, j'ai choisi de ne pas travailler dans le consumer goods, donc dans les produits de grande consommation. Je suis parti dans l'informatique et dans les produits pour les grandes entreprises. En revanche, je me souviens très bien lorsqu'on travaillait sur mon mémoire a été sur l'implantation de supermarchés, où on prend en compte quel est le bassin de population, sont les différentes strates socio-professionnelles,
les profils de type de consommation qu'on va avoir pour définir qu'est-ce qu'on met dans le supermarché. Donc il y a un côté, on observe le marché et on s'y adapte, mais il y a aussi comment on va façonner le marché par la publicité, la réclame, etc. Et ensuite on définit quels sont les moyens pour utiliser ces publicités, ces messages, pour dire au marché, non, mais vous avez besoin de venir chez nous pour acheter tel produit. Oui. Parce qu'au fond, les couches culottes, c'est toujours les mêmes, mais pendant une dizaine d'années, on dit, on va faire des couches culottes unisexes, puis ensuite on change, on met les couches culottes garçon-fille, puis ensuite 10 ans après, on revient sur le unisexe, en disant c'est des nouveautés. Pareil pour les dentifrices, pareil pour les shampoings, pareil. Et moi, j'ai détesté ça, parce que j'ai trouvé que c'était mentir finalement aux gens, mais j'étais bien naïf à l'époque, parce que j'ai ensuite découvert qu'on fait ça au niveau de la société. Et que les techniques commerciales utilisées, alors ça c'est beaucoup l'Institut Tavistock qui a fait beaucoup de travail en Angleterre là-dessus, beaucoup des techniques commerciales qu'on utilise pour vendre des produits, on va les utiliser pour vendre des concepts politiques, on va les utiliser pour vendre des concepts sociétaux, et enfin modifier. Alors je pensais à Judith Reichmann tout à l'heure, qui avait démonté toute cette approche qui était aussi « tout est faux », de toutes ces études de comment il s'appelait celui qui faisait sur la sexualité Kingsley, oui, ou John Monnet aussi. Voilà, qui avaient instrument. Alors ils avaient pris des pervers, des gens un peu étranges pour redéfinir ce que c'était la sexualité, et c'était un gros travail de la CIA. Une redéfinition pour redéfinir et relancer la révolution sexuelle. Comme ils font aujourd'hui avec toute la théorie des genres. C'est cet agenda qu'on vit aujourd'hui, j'imagine? Dans les écoles, aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, à l'époque, c'était un peu en marge de la société, puis ils ont essayé de prendre des marginaux avec une sexualité particulière et rendre ça normal. Aujourd'hui, on en arrive à apprendre à des enfants en petit âge qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais vous avez la même chose en Suisse? Alors... En gros, oui. Oui. Après, dans des régions particulières, aussi. Non, mais oui, ça vient partout. Mais c'est un agenda global. J'ai toujours la question, on pourrait penser, le marketing, tout ça, c'est pour des raisons financières, de contrôle, mais aujourd'hui, on sent que ça va bien au-delà de juste contrôle au niveau de l'argent. Oui. Je me demande toujours, c'est quoi l'agenda en bout de ligne? De toute cette ingénierie, de cette manipulation pour restructurer la société, notamment l'Occident, c'est plus fort ici. En fait, alors après, il y a une même méthode pour divers projets. Donc, les projets ne sont pas forcément coordonnés. Par exemple, en fait, le LGBT n'est pas forcément totalement coordonné au transhumanisme, même si c'est un volet du transhumanisme, puisque ça modifie la nature humaine. On habitue les gens à accepter le trans. C'est ça, voilà. Déjà, effectivement, il y a la racine trans dans le transhumanisme ou dans le transsexuel, transgenre. Alors, mais effectivement, dans la mesure où le LGBT prend comme trajectoire la normalisation et donc la légalisation de la pédophilie, on peut se demander s'il n'y a pas des gens qui ont cette pratique sexuelle, qui effectivement soutiennent le LGBT pour cette raison. Voilà. Mais ensuite, un transhumaniste, je dirais, bon chic, bon genre, un peu comme Klaus Schwab, compatriote de Pierrot. En fait, lui... C'est un Suisse. Vous connaissez? D'origine allemande, oui, il travaillait beaucoup. Mais au tout début, quand ils ont commencé le World Economic Forum, j'y étais. J'y étais 2 fois à Davos pour les entreprises. Je cache comme je peux ma queue fourchue et le truc pour piquer là. Mais comment c'était? Alors, petite parenthèse, c'est pas des gens en capuche qui se réunissent pour définir le truc. C'est beaucoup plus informe. Alors, on trouve que dans l'ensemble, ils ont quand même des points communs sur... alors, déjà, tous pensent qu'ils font le bien. Ça, c'est clair. Ensuite, c'est beaucoup de gens avec des intentions commerciales. Donc, moi, je faisais partie de... Mon employeur m'a amené là-bas pour faire l'interprète, parce que je parle 4 ou 5 langues, entre différentes personnes. Donc, il y avait Michael Dell qui parlait anglais et c'est tout, et le type qui venait d'Italie, qui parlait seulement italien, et moi je faisais un petit peu l'interprète, avec qui on a passé un très bon moment avec Peter Gabriel qui était là, et Peter Gabriel il parle un petit peu français mais pas allemand, moi je parle un petit peu allemand, donc j'étais là pour aider, et puis comme j'étais vice-président dans la boîte, ça passait bien, et puis tout. Mais c'était très gentil. Peter Gabriel, il parlait de comment on peut aider les gens à prendre des photos, des films
d'actes de torture ou contre comment on appelle ça, les droits de l'homme, et grâce à la technologie Internet, les partager dans le monde entier, etc. Donc il vient avec de très bonnes intentions. L'autre aussi, etc. Mais à la fin, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent en conformité des différentes modes d'idées ensemble. Mais derrière, il y a aussi des gens très puissants qui mettent en agenda certaines idées. Et aujourd'hui, c'est la diversité, agenda 2030 des Nations Unies, etc. Et à la fin, petit à petit, on force aussi ces gens, on influence aussi les milliardaires, et les milliardaires influencent aussi l'agenda. Donc il y a ce mélange qui se fait. À la fin, ça ressemble à un lycée d'école, où on s'influence, il y a les gens à la mode, il y a les gens pas à la mode. Puis eux s'imaginent qu'ils sont bienveillants. Mais ce que j'ai pas pu comprendre, parce que c'est pas mon modèle, moi je travaille beaucoup sur les conséquences et qu'est-ce qu'on fait par rapport aux conséquences. Et à mon avis, les conséquences vont être très mauvaises, très, très néfastes. Ce que je comprends pas, c'est à quel moment il n'y a pas effectivement quelqu'un qui est très puissant, mais qui en plus a un travers psychologique bizarre, par exemple la pédophilie, par exemple, ou moins bizarre, on va dire, quelqu'un qui a une pratique sexuelle qui est légale, mais qui est marginale, et qui va pousser pour des policies, qui vont la rendre moins marginale, parce que finalement, ça lui amènera plus, en tout cas instinctivement, il va dire, si on apprend aux enfants à être homosexuels, ben, il y aura plus d'homosexuels. Et comme je suis homosexuel, pas moi, hein, le type qui parle, mais je respecte, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais il y aura plus d'enfants qui vont développer cette tendance quand ils seront adolescents et plus tard. Donc ça lui fait plus de choix. Mais c'est un truc très con, hein, comme approche psychologique. C'est humain, en fait, fondamentalement. On a tous la volonté de puissance. Façonner le monde à notre image. C'est quand même machiavélique, parce que c'est contre nature. Là. Mais il y a peut-être plus. Il y a peut-être plus. Dans le sens, ça va pas dans le sens de la reproduction de l'humain. Oui, ça c'est sûr. C'est dans le sens ça. Et puis bon, c'était juste des homosexuels, mais là, on les voit aller aussi avec la pédophilie. C'est comme les véganes, ils veulent absolument que tout le monde devienne végan. Oui, mais le problème, c'est que les véganes, c'est pas le lobby le plus puissant de la Terre. Non, mais c'est un exemple. Ouais, on s'entend que le LGBT, ça commence à avoir beaucoup d'ampleur. Mais c'est pour ça que tous ces lobbies, à la fin, ma thèse, c'est qu'à un moment, l'être humain étant anthropologiquement ce qu'il est, il y a des collisions dans ces volontés de prendre volonté de puissance de Nietzsche on connaît tous. Ouais. Il y a cette collision entre ces volontés. Parce qu'à un moment, le lobby vegan, il va se heurter contre le lobby de la viande, et la pharma, elle va se heurter contre le lobby du health food, et les LGBT vont se heurter au lobby islamique qui existe, et des Lubavitch, je prends un autre exemple, et puis le lobby pro-israélien, il va se heurter au lobby pro-palestinien, et à la fin, ce chaos, c'est pour ça que je dis c'est comme l'école, comme le lycée, s'il n'y a pas dessus un maître d'école sévère qui vous dit, bon, ben, tout le monde fonctionne, et il n'y en a pas. Moi, je ne vois pas de maître d'école sévère. À mon avis, ça va finir dans un grand chaos. Un effondrement. Cette division-là. Ben, après, on peut utiliser le chaos pour créer l'ordre. Ouais. Alors ça, moi, je suis pas au courant de qui est derrière. Il y a de l'ingénierie sociale dans le chaos. Bien sûr, mais il y a un travail justement de Klaus Schwab. Parce qu'il a publié 2 livres très intéressants que tout le monde doit lire. Surtout... Ah non, c'est très plate. Non, mais surtout mais c'est vrai que le premier. Le Great Reset, en lisant ça. Voilà, la grande réinitialisation. Moi, je l'ai lu et j'ai trouvé ça pof. Peut-être, j'ai pas lu la 4e révolution industrielle. Oui, c'est surtout son collègue qui l'a écrit. Comment s'appelle c'est son collègue qui habite à Chamonix, là. Thierry Malray. Voilà. Mais en fait, bon, moyennement intéressant. C'est intéressant à connaître. Enfin, déjà, premièrement, celui de 2020, donc la grande réinitialisation, pour déjà savoir quel est le programme, en fait, de Klaus Schwab et de sa garde rapprochée. Parce que, bon, toi, tu étais au forum de Davos, mais tu n'étais pas au centre, en fait. Ah, bah non, forcément. Donc, mais justement, tu as une expertise, là, qu'il faut que tu nous partages dimanche aussi en conférence. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que... Ah oui, et puis son 2e livre, toujours avec Thierry Malray, c'est The Great Narrative, et qui est plus intéressant, parce qu'un peu plus intellectuel, un peu plus stimulant sur le plan neuronal, et où il dit, en fait, en gros, il faut réussir à définir un récit commun pour toute l'humanité. Voilà, donc en fait, parce que tous ces gens-là, en fait, de très puissants, effectivement, peuvent s'opposer les uns avec les autres. Il y a plusieurs lobbies, plusieurs groupes en fait, qui s'observent parfois et qui peuvent converger, qui peuvent aussi diverger. Et en fait, quand vous êtes Klaus Schwab, par exemple, ou quand vous êtes vraiment très 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 haut dans la hiérarchie socio-économique, vous avez une vision panoramique. Et en fait, ça c'est
un besoin du cerveau humain, c'est d'unifier. Hein, N'était-ce pas ce but-là du récit commun dans l'Antiquité qu'ils ont fait l'Iliade et l'Odyssée? Aussi, oui. Non, mais pour unifier les villes, les cités-États grecs de l'époque, on va définir un mythe commun. Et c'est très exactement ce que dit Schwab et Malray, ce que le disent Schwab et Malray. C'est ce qu'on a fait au 19e siècle dans tous les nationalistes, y compris ici au Canada, y compris au Québec, en Suisse, en France. Ce qu'ils ont fait en Union soviétique, ils ont construit un tout nouveau, avec Lénine et Marx, un tout nouveau récit commun. C'est ça, voilà. Ouais. Donc on voit que... Donc ça date de très longtemps. Bien sûr, mais c'est le cerveau humain qui a ce besoin. Et en fait, comment dire, c'est pour ça, alors il y a effectivement des projets intentionnels machiavéliques avec des stratagèmes, mais il y a aussi des phénomènes humains, enfin, je veux dire, des phénomènes qui sont liés à notre nature, dans ce besoin d'unifier, de tenir un discours commun qui va éventuellement écraser les différences. Ça, effectivement, bon, ça a l'air inhumain, c'est parce qu'on a besoin de différences aussi. Mais la mondialisation est ainsi faite qu'elle réduit les distances. Et donc qu'il y a un phénomène d'homogénéisation, d'uniformisation des récits, donc des identités, des cultures. Donc, et ça se fait tout seul, ou presque, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement le progrès technique qui fait ça. Et on ne peut pas vivre sans le progrès technique. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à la condition humaine. C'est-à-dire que la condition humaine contient en elle les ferments de la déshumanisation, en quelque sorte. Si on va trop loin justement dans la culture, en quelque sorte, c'est-à-dire dans la technique ou dans la technoscience, ça se retourne contre nous en effet boomerang. Et ça, c'est un phénomène, ça c'est historique. Et ensuite, par-dessus, il y a des techniques donc d'ingénierie sociale pour accélérer ces phénomènes ou fabriquer le consentement à la mondialisation, mais qui, elle, de toute façon, se réalise. Mais après, on peut envisager une autre mondialisation. Enfin, c'était tout l'objet de l'altermondialisme des années 90, quand j'ai découvert Naomi Klein avec nos logos. Oui. Ça, c'était tout. Bon, moi, je suis tombé dans la gauche à ce moment-là, en fait. Bon, avant, j'étais dans la philosophie pure. J'ai intégré, entre guillemets, les milieux de gauche avec l'altermondialisme, l'antimondialisme. Est-ce que vous êtes les deux de gauche? Non, j'ai quitté la gauche depuis 10 ans maintenant. Est-ce que... Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, je me considérais de droite, mais j'étais très pro-environnement, donc très écologiste, et anti-guerre. Donc c'était étrange comme positionnement. Mais, les médias vous disent extrême droite, sûrement. Oui, maintenant, oui. Tout ce qui n'est pas d'accord avec le mainstream est d'extrême droite, voire nazi. Donc, mais justement, dans ces techniques-là, sont de plus en plus violents aujourd'hui. De ce que vous décrivez. Mais plus on est faible, plus on est violent dans la réalité. C'est ça aussi, moi, ce que je vois, et c'est ce que je crains, c'est qu'en fait, ils maîtrisent pas ce qu'ils font. Ça tient pas debout, le narratif. Et pour répondre à votre question, parce qu'après, on va dire, il a pas fini sa phrase, moi, je me considère comme anarchiste. C'est-à-dire, moi, je me considère ni à gauche, ni à droite. Comme moi! Libre penseur est plutôt dans l'anarchisme, c'est-à-dire, moi, je ne veux pas d'État qui me disent quoi faire ou quoi faire. Je pense que les êtres humains, s'ils sont adultes, ils sont capables de gérer la société par eux-mêmes. Après, est-ce qu'ils sont adultes? Ça m'intéresse. Puis le prochain point, moi, que je voulais amener, c'était dans l'ingénierie sociale, un des fondateurs de tout ça, c'est Platon, avec sa République, et où il définissait trois... Il n'est pas de gauche, Platon. Non, il n'est pas de gauche, Platon. Non, il n'était pas justement woke LGBT, Platon. Il haïssait pas ça, les petits banquets. Puis, non, même dans le banquet, Platon prenait ses distances de ses... Ah bon, OK. D'accord, je m'excuse envers Platon et ses fans. Platon a défini 3 types de personnes, 3 strates de société. Une qui est le roi philosophe. Une qui, eux, ils ont un système d'éducation particulier où ils sont éduqués pour arriver au sommet, pour pouvoir diriger la cité. Ensuite, il y a les guerriers, les protecteurs de la cité. Ensuite, il y a tout le reste. Mais ça, on l'a vu dans la COVID, ça existe vraiment. Tout le reste, là, le 80%, on peut peut-être le voir avec l'expérience de Milgram, où 80% des personnes pesaient sur le bouton pour tuer. C'était qui tes rois philosophes pendant la COVID? J'en ai pas vu ben. Je pense qu'ils sont très discrets.
En ce moment, si on cherche quelqu'un qui dirige, si vous parliez de Davos, il y a des gens au-dessus de tout ça. Il y a des gens qui ont de l'influence et il y a des gens qui ont du pouvoir. Ouais. Et souvent, celui qui a du pouvoir, il aime bien qu'il se cache un petit peu. Parce que le vrai pouvoir, on n'a pas besoin de le montrer, il existe. Ouais. L'influence, elle est subtile, parce que certains ont de l'influence par leur image, donc ils ont besoin de se montrer, d'autres sont dans les coulisses. Et c'est protéiforme, comme on le disait, il y a des factions, les gens ne sont... Parce que ça, c'est un peu le problème que nous autres complotistes avons, c'est de croire qu'il y a un Deus ex machina qui décide tout, qui a tout prévu. Ouais. Or, la réalité, c'est qu'on a d'abord, on a des exécutants incompétents, quand on est puissant. C'est le chaos. Et c'est souvent le chaos qu'on doit gérer. Et souvent, j'ai l'impression que c'est plus un prestidigitateur qui fait sauter des boules dans la main, plus que quelqu'un qui complotise, qui est sur son tableau et qui pousse des boutons. C'est parfaitement. Et avec un chat perçant dans les mains. Donc, c'est un petit peu... Ils sont pas en parfait contrôle, si je comprends bien. Non, je crois pas. Je pense pas que ça existe, le parfait contrôle. Oui, tout à fait. Oui. Mais ils existent. Donc, j'ai parlé de ces trois strates-là de la théorie de Platon. Parce que vous parlez de anarchie. Est-ce que c'est possible d'avoir une anarchie quand il y a 80% des gens dans toute société qui ne demandent qu'à être dirigés? La réponse est peut-être non. Mais c'est même pour ça que la démocratie marche jamais, parce que à la fin, quand on voit le niveau de volonté de soumission des gens, il faut être un peu naïf pour leur donner le crédit. Mais c'est pas Platon qui disait toute démocratie se termine inévitablement en tyrannie. En tyrannie, ouais. On a la Révolution française qui donne Napoléon, on a la République de Weimar qui donne... Je ne sais même plus si on a le droit de mentionner Hitler, même pour le critiquer aujourd'hui. Parce qu'on se fait tout de suite... Salut YouTube! Oui, non, mais c'est ça. Donc, Adolphe H. Le moustachu qu'on l'appelle. Voilà, le moustachu. Moi, j'ai l'expérience de ma famille en Italie. Hein. Moi, j'ai même écrit un roman sur l'expérience... d'une partie dans l'époque du fascisme, mais on voit bien le chaos de 1918 à 1921, la quasi-guerre civile, elle amène le fascisme, qui est un parti de gauche, il faut le rappeler, et qui amène l'ordre. Et le fascisme, c'est une alliance de la gauche avec les entreprises dominées par la grande bourgeoisie, et qui décide, maintenant on va mettre de l'ordre, et on va dominer le pays par une sorte de corporatisme entre les grandes entreprises et un parti populiste de gauche, qui ensuite dérive mais qui dure 20 ans, et qui ensuite part en guerre parce que c'est la folie quoi, de l'hubris grec, qui voilà, on se croit fort, on se croit puissant, et se font rétamer, et là, il y a des millions de gens qui souffrent des décisions des politiciens. Donc moi j'écris ce roman pour faire un cri contre le politicien qui emmène finalement sa nation. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces politiciens-là. Aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial. Ce sont des gens de Davos qui vont nous emmener qui vont en tout cas précipiter, à mon avis, la catastrophe économique. Et donc, ils vont nous emmener dans les guerres pour essayer d'éviter qu'on leur amène la facture de cette catastrophe. Accuse. Eh oui. Moi, je suis persuadé, alors ça c'est mon avis personnel, je suis persuadé qu'on va nous emmener vers la guerre. Et après ils vont dire c'est la faute de qui? De Donald Trump? C'est la faute de Poutine. Ouais, voilà. Mais voilà. C'est ça. Si l'anarchie est ce qu'on vient de découvrir un peu, l'anarchie est pratiquement impossible quand on sait que les gens ont besoin d'être gouvernés. Est-ce que ça fait pas de l'ingénierie sociale une nécessité? Est-ce que c'est pas de l'ingénierie sociale de mettre dans la tête des gens qui ont besoin d'être gouvernés parce que l'humain est souverain à la base, mais on s'est fait incruster qu'il faut obéir à l'autorité. Peut-être que l'humain, si on le laisse tranquille, à la base, qui est élevé comme ça en se faisant pas toujours marteler dans la tête qu'il faut écouter le professeur, qu'il faut écouter l'adulte. Mais l'humain est une bête sauvage au départ. Ouais, ça, je suis pas d'accord avec toi. Sauvage mais grégaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas une espèce où les adultes vivent seuls. Les ours, par exemple, en fait, passé l'âge de l'enfance,
ils partent chacun dans leur direction et puis ils se retrouvent, enfin les mâles et les femelles se retrouvent pour faire des petits. Mais ils ne vivent pas en groupe, en meute, en troupeau. Il y a des animaux qui vivent en troupeau, c'est nous. Par exemple, entre autres. Les loups, les loups en meute, voilà, c'est ça, oui. Donc, ouais, effectivement, les moutons. Donc Moi, j'aime bien la meute de loups, personnellement, que je la préfère au troupeau de moutons, mais souvent, on a des troupeaux de moutons. Oui, c'est-à-dire que, de toute façon, même parmi les moutons, au sein d'un troupeau de moutons, il y a quand même des mâles dominants, et puis des petits à protéger, etc. Mais bon, effectivement, ils ne sont pas prédateurs, ils sont herbivores, donc ils fonctionnent différemment. Ouais. Mais nous, on est entre les deux. Parce qu'anthropologiquement, on a évolué alors, on va avoir les créationnistes contre nous, mais on a évolué dans les plaines il y a très très longtemps, il y a 7 ou 8 millions d'années, en étant dans des groupes de 100 à 150 personnes maximum. Et la tribu en elle-même, c'est peut-être une cinquantaine. Mais la famille étendue, elle a des groupes périphériques, à 10, 20, 30 km de distance. Donc on était très peu nombreux, mais on avait besoin d'être ensemble, parce qu'avec nos petits doigts, c'est très dur de se défendre dans la nature tout seul. Parce qu'on n'est pas des carnivores. On n'est pas des carnivores, mais on n'est pas des prédateurs, en fait. On est des... on est évolué pour le devenir. Mais bref. Donc on a besoin de social. On a besoin de social. On n'a pas évolué pour devenir carnivore. On mange, mais c'est parce que... On mange la viande cuite, on la mange pas crue. Oui, c'est ça. Ou des restes, avant même la viande cuite, on mangeait les restes que les animaux laissaient. Donc nos concurrents, on était des charognards. Comme le sont les singes, les grands singes aujourd'hui. Les chimpanzés, en tout cas, ils sont un petit peu charognards sur les bords. Quand on est 150, je pense qu'on n'a peut-être pas besoin d'ingénierie sociale et de gouvernement et tout ça. Quand on devient des millions, puis j'ai un exemple, le code de la sécurité routière, le code de la route. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Et est-ce que tout le monde pourrait décider, moi j'obéis juste à une partie? En fait, alors si on regarde historiquement à quelle période les stratagèmes pour faire du contrôle social apparaissent, c'est essentiellement avec l'exode rural, mais il y a 5000 ans. Enfin, c'est en fait fondamentalement la ruse pour faire du contrôle social. Ça commence avec ça commence en Mésopotamie et ou en Égypte antique. Ouais. C'est là que ça commence vraiment à se structurer. C'est les tours de magie, par exemple, les tours de magie des prêtres, en fait, parce que bon, les prêtres vont parler de miracle, mais en fait, un miracle, c'est un tour de magie. Il n'y a jamais de miracle réellement. Donc, non mais ça prend aussi une ingénierie sociale quelconque pour pouvoir être regroupé tant de personnes construire des pyramides. Alors oui, voilà, mais il faut tenir un discours. Oui, c'est ça. Il faut tenir un discours fédérateur. Voilà, là, vous êtes déjà dans la rhétorique, donc dans la stratégie, la communication stratégique. Oui. C'est-à-dire, vous ne communiquez plus de manière spontanée. Voilà, parce que ça, c'est vraiment la grosse différence, on pourrait dire, entre le mode de vie, rural, voire le mode de vie du chasseur-cueilleur, qui peut se permettre d'être dans la spontanéité permanente, dans l'authenticité, dans la vérité, ils disent ce qu'ils pensent, voilà. À partir du moment, quand vous arrivez sur des sociétés de masse, et bon, en fait, les premières grandes villes en Mésopotamie ou autour du bassin méditerranéen, vous ne pouvez plus être dans la spontanéité, l'authenticité, la vérité. Même à l'intérieur d'une famille, je veux dire, parfois, il faut mentir aux enfants. Voilà, le Père Noël ou la petite souris avec la dent, etc. Non, mais je veux dire, on peut pas. Enfin, il faut en fait aussi, pour bien comprendre le caractère incompressible d'une certaine dose de mensonge ou d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de communication stratégique. Il faut comprendre que on ne peut pas vivre sans ça. De toute façon, enfin, on n'est pas une secte non plus, où il y aurait une transparence totale. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que justement, les mondialistes, les transhumanistes qui veulent informatiser la société veulent de la transparence. Pour le meilleur, pour le bien, évidemment. Mais je veux dire, ça, c'est toute la tradition utopiste qui commence avec Platon dans la République. On va organiser la société de façon parfaitement rationnelle. Eh bien, Klaus Schwab et Bill Gates en sont encore là. Ils sont encore sur ce projet d'organisation parfaitement rationnelle, donc d'organisation scientifique de la société, en supprimant
finalement l'intimité, en supprimant l'intériorité. Est-ce que c'est possible d'arriver à ce but-là? Est-ce que c'est possible d'arriver à ce but-là avec des êtres qui sont pour la plupart irrationnels? Oui, bien sûr, oui. Oui. Enfin, justement, alors mais là, vous en parlez comme si c'était une bonne chose. On veut pas ça. De quoi ça? Est-ce que c'est possible d'arriver avec des êtres qui sont irrationnels? On veut pas arriver à leur débilité de Klaus Schwab, mais bien. Non, d'une parfaite une civilisation parfaitement rationnelle. C'est parfaitement contrôlé, c'est synonyme. Oui. Bah oui, en fait, vous pouvez militariser une population en utilisant la part d'irrationnel incompressible. C'est-à-dire, en fait, la part d'agressivité. En fait, est-ce qu'il ne va pas y avoir toujours des éléments qui vont vouloir faire la révolution? Alors, on est camarades, mais par exemple, là, je suis dans je porte à faux là-dessus, dans le sens où je pense que cette volonté de faire ça, elle existe. Je pense qu'ils sont dans le rêve et l'illusion d'y arriver, mais je pense aux sociétés, effectivement, et tu as tout à fait raison, il y a eu cette tentative, mais les sociétés militaristes à la britannique, souvent on parle des Allemands, mais il n'y a pas que les Allemands qui sont militaristes, les Britanniques, les Allemands, etc. Moi j'ai l'impression qu'ils ont largement foiré leur projet. Maintenant, c'est vrai que l'être humain est irrationnel. Moi, je trouve que c'est beau, l'irrationalité, que ça nous rend sensibles à la beauté des étoiles. On serait des ordinateurs. On serait des ordinateurs, et pourtant, j'ai beaucoup travaillé dans l'informatique, et je trouve que ça manque de poésie, ça manque de beauté, ça manque de spontanéité, ça manque d'art. Mais même l'amour entre les êtres humains, il est très irrationnel, parce qu'il y a des fois on se dit qu'est-ce qu'on fout là, mais non, parce qu'on est subjugué par la courbe d'une hanche, enfin bref, et non mais c'est vrai, ou j'imagine pour la largeur des épaules d'un homme, je sais pas, donc il y a ces choses-là qui sont irrationnelles, qui rendent la vie belle, et de toute façon elle est courte la vie, donc on va faire comme on peut. En revanche, on pourrait alors l'utopie anarchiste, c'est évidemment de responsabiliser les gens, parce que c'est dans la responsabilité qu'ils trouvent leur liberté. L'autorité intérieure. Bien sûr, dans l'éthique, plus que la religion. Mais tu mentionnais aussi la militarisation. La religion, elle fait ce travail d'unité, et la religion, c'est une manipulation et de l'ingénierie sociale. Oui. Puisqu'on va dire, bon, maintenant, on remplace le polythéisme par le catholicisme, on remplace le catholicisme par le socialisme, ce sont des religions. Comme la COVID était une religion. La COVID est une religion. Il fallait avoir des rituels, des masques. Les méchants, les saints, les... Ouais. Mais c'est pas... justement, là, ça vers quoi on s'en va, c'est pas justement de couper tout le côté intuitif, humain, émotionnel. Regardez ces gens. Bill Gates, Klaus Schwab, est-ce que moi j'ai rencontré une fois ou deux Klaus Schwab, est-ce que c'est des gens qui transcendent, qui transpirent la spontanéité, la poésie, même le physique sain, en bonne santé? Ils ont l'air morts. Moi, il me semble que c'est des gens qui m'ont l'air un peu malades à l'intérieur et à l'extérieur, un peu... Mais surtout à l'intérieur. De ce que je comprends, parce qu'on les a beaucoup diabolisés durant la COVID, mais c'est pas... des gens malveillants, eux pensent qu'ils font le bien pour l'humanité. Mais en quoi... Puis là, je peux plus me retenir, il faut que je parle de transhumanisme. En quoi cette espèce d'agenda de transformer l'humain... Parce que je pense que l'idée, c'est d'aller vers le transhumanisme. Donc, c'est un agenda anti-vie. Je comprends pas comment un humain peut vouloir aller vers... l'absence de vie. Bill Gates, c'est un informaticien qui réfléchit en termes de j'appuie sur A, ça arrive B. Chez les êtres humains, on appuie sur A, des fois on a B, des fois on a C. Et si c'est une femme, on a D, E, F, G, H. Enfin, on ne sait pas. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. Ouais. Après, on a des enfants. Ceux qui ont des enfants, ça, vous leur dites un truc, ils font l'autre truc. Le lendemain, vous leur dites le même truc, ils vont faire autre chose. Mais on a trop intellectualisé cette société. Il faudrait ramener un peu de cœur. Oui, mais c'est l'être humain. Il veut ça. Il veut le cœur, il veut la poésie, il veut la beauté, il veut l'irrationnel. Après, ça se gère un petit peu. Mais on peut le gérer entre humains plutôt que d'avoir une autorité tutélaire, un papa avant, ou maintenant une sorte de maman bizarre, un peu folle, qui gère les sociétés. Non, mais c'est ça, là, on est dans un système féminin aujourd'hui. Mais il y a des femmes bien, mais il y a des femmes folles. Hein. Et comme il y a des hommes fous aussi. Mais on a eu les hommes fous au XXe siècle. On a eu des
Et Adolphe H, je pensais à Staline, mais il n'était pas fou, Staline. Mais Adolphe H non plus. Bref, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, on a des femmes, on revient peut-être à l'atrocité. Vous savez, ces statuettes que vénéraient les hommes des cavernes il y a très longtemps. Enfin bon, il y a un peu cette mère un peu aigrie, un peu qui veut tout contrôler et qui vous traite un peu comme le chat. Enfin, il y a un côté. Moi, je suis un peu terrifié par ça parce que moi, je veux ma liberté. Je veux rester dans mon coin. Je veux laissez-moi tranquille. Je prends mes responsabilités. Je me débrouille. J'ai pas besoin que vous me filiez du chômage. J'ai pas besoin que vous me filiez d'assurance maladie. J'ai pas besoin de. Je vais me débrouiller. Ça, c'est peut-être la strate des guerriers ou des philosophes. Parce que la plupart des gens, je suis obligé de devenir philosophe, parce que je suis comme on a vu dans le COVID, la plupart des gens étaient heureux de ce qui se passait, qu'on leur dise quoi faire. Recevoir des compensations des gouvernements et de leur faire dire quoi faire. Donc la masse va demander ça. Après, l'utopie, elle se fait pas en un jour. Hein. Mais autant l'utopie socialiste, communiste, dans leur propre idée, il faut vraiment beaucoup de millions de morts pour arriver au résultat. Dans l'utopie anarchiste, il faut du temps pour que les gens découvrent, reprennent leurs responsabilités. Mais il faut le faire en lâchant prise, en étant cool, en laissant... C'est beau des deux côtés et ça prend beaucoup de temps. Mais si c'est possible, on veut faire ça avec zéro mort. Est-ce que l'anarchie serait possible dans le code de sécurité routière? Alors oui, parce qu'il y a des excellents exemples. Alors, pardon, parce que je voudrais pas prendre le temps de parole de Lucien, mais si je prends... Parce que moi, je suis d'origine italienne, donc la sécurité routière, c'est... Freestyle. C'est freestyle, mais d'un autre côté, j'ai vécu en Suisse. Donc là, j'ai le côté rigide, il faut suivre les règles, parce qu'on est conditionné à suivre les règles dans ce pays, parce que ça marche comme ça. Et on a des tests où on a des villes où il n'y avait plus de budget pour la police, donc on a dit, vous faites comme vous voulez. Et il y a même des endroits où on a enlevé toute la signalisation routière pour faire des tests sociologiques. Et ça marche très bien. Alors maintenant, ça marche très bien parce que c'est en Allemagne, dans des petits villages où il n'y a que des Allemands. OK. Donc ils se mettent très vite d'accord sur les règles et ils les appliquent, même s'il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas officiellement des règles, parce qu'ils ont une nature à être autodisciplinés. Alors que la discipline, c'est la rigueur, c'est ça, l'autodiscipline, et ça fonctionne. Moi, je pense que si on fait ça, et de fait, c'est le cas, je sais pas, à Lagos, au Nigeria, ou à Calcutta, en Inde. Je suis allé en Inde et j'ai vécu l'anarchie. De toute façon, il n'y a pas de règles. Mais c'est corrompu là-bas quand on laisse l'humain... On donne pas trop de directives, justement, qu'on lui laisse plus de liberté. Je pense qu'à la base, il va vouloir bien faire. Je crois pas que... Je pense. Je crois. Mais c'est une je crois pas qu'il va profession vouloir de foi. faire le mal. En fait, il faut regarder du côté de la préhistoire. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle de l'émergence d'un ordre spontané, enfin d'un ordre symbolique spontané, c'est-à-dire d'un ordre comportemental. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les premières, les tribus humaines, avant ou au moment de la maîtrise du feu, en fait, comment se sont-elles autogérées ? C'est-à-dire, alors les croyants vont dire oui, ce sont les dieux qui leur ont donné le code. Ça, c'est le principe du monothéisme. Dieu donne le code. Auquel son peuple doit obéir. Donc quelqu'un qui pense que les dieux polythéistes existaient va dire en fait ce sont les dieux qui ont donné le type le code comportemental à suivre dans les tribus préhistoriques. Bon, si on considère qu'il n'y a pas de dieu et que en fait donc c'est une émergence d'un ordre spontané, en fait, là, on est justement dans les mécanismes ethnogénétiques, etc., qui sont très intéressants à étudier. C'est en fait d'où vient l'autorégulation des sociétés humaines. Elle vient à la base, effectivement, donc de la génétique, mais la génétique perturbée, en quelque sorte, par l'épigénétique. C'est-à-dire, en fait, l'expérience postnatale. Oui, l'environnement. C'est vrai qu'on recherche tous un contrat social, finalement, et on est différents. Il y a des gens plus forts, peut-être qui vont devenir les guerriers, qui nous protègent, en échange de quoi on les nourrit. Et puis, il faut des gens qui fassent intercession avec le magique, le monde irrationnel, parce que... Alors, à l'époque, on croyait l'orage, mais à un moment, il faut qu'on s'organise pour que le fleuve, il n'y ait pas de crue, qu'il n'y ait pas des inondations. Et donc, pour ça, il faut du travail collectif. Et il y en a toujours qui ne veulent pas le faire. Donc, à ce moment-là, la tentation, l'anarchiste va dire, ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Mais la société, en général, va dire, non, ceux qui ne le font pas, on les force à travailler quand même, parce qu'on en a tous besoin de ce barrage, de ce canal, de cette industrie qui va nous permettre de
progrès physique, confort, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. L'être humain, il a son anthropologie et la tentation de ce que tu étudies dans l'ingénierie sociale, ça commence très tôt dans les structures sociales. C'est qu'à un moment, le chef, il va dire, tu sais, moi je suis fort, mais je commence à devenir vieux. Tu veux pas dire que c'est les dieux qui disent que moi et ma famille, on est chefs, et en échange de quoi, je dis qu'ils doivent te nourrir toi aussi. Ça commence très tôt. On voit la description de la société. Ça commence très tôt. Alors à l'époque, c'était des prêtres. Aujourd'hui, c'est les journalistes, c'est les médias, c'est les universités qui sont payés par l'État avec nos impôts pour asseoir l'ordre social tel qu'il est décidé. Alors, c'est plus les politiciens qui décident. Ce sont des courroies de transmission, des oligarques qu'il y a derrière. Mais après, la thèse, c'est est-ce que ça va foirer ou pas? Moi, je pense que ça va foirer. Mais ça se discute. Mais quand ça va foirer, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais en fait, ça foire déjà, mais c'est parce qu'il y a des seuils de complexité excessifs aussi. Donc il y a en fait des mécanismes d'entropie sociale, hein, écrit ENTR au PIE, entropie, enfin c'est de désorganisation, de désordre. Là, pour le coup, spontané aussi. Hein, quand il y a trop de codes, c'est simple à comprendre en fait. Hein, vous pouvez être monolingue, bilingue, polyglotte, comme Pierrot, mais vous pouvez pas maîtriser une infinité de langue maternelle, c'est pas possible. Or, justement, l'idéologie de la société ouverte dans laquelle on veut nous faire rentrer, c'est que une infinité de codes doivent pouvoir coexister. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a trop de complexité, et donc cette infinité potentielle, cet infini potentiel, en fait, commence à finalement provoquer des phénomènes d'auto-effondrement, alors non seulement économiques, mais aussi psychologiques. On n'a plus d'identité culturelle. C'est ça, on tombe dans le plan actuellement, avec tout ce qui s'est passé, la COVID, on voit la migration de masse. On a parlé, ça fait pas très longtemps, de Cloward Piven, où c'est une stratégie qui a été inventée dans les années 60 de créer le chaos dans la société pour mieux la faire exploser et renouveler quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit actuellement? Donc, l'ingénierie sociale qu'on verrait, ça serait, parce que c'est un petit peu l'impression que j'ai depuis le début du COVID, c'est que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit pour justifier ce qu'ils ont fait, c'était ridicule pour les rationnels que nous sommes. Là, je pense que je vous vois rire. Bon, pas besoin d'être rationnel. Non, mais même faut un peu... Donc, est-ce que c'était pas pour décrédibiliser toutes ces institutions-là de la société, comme la façon de faire la politique actuelle, les médias, les entreprises, le système en général? Oui. Est-ce que c'est pas pour que les gens comme nous, quand un réformateur va arriver, qu'on l'appuie? Parce que pour reconstruire quelque chose de nouveau. Oui, bien sûr, oui. Mais en fait, encore une fois, il faut relire le petit livre de Klaus Schwab et Thierry Malaret. Ils parlent d'une nouvelle réalité. Donc c'est très ambitieux. C'est pas des projets ponctuels. C'est l'humanité entière, et même au-delà de l'humain, le vivant, puisque fondamentalement, leur méthodologie, c'est la cybernétique. Donc le transhumaniste. Ça serait ça le but. Et même au-delà. En fait, c'est le transvivant. En fait, c'est-à-dire qu'en réalité, en fait, à la fin, on va même modifier génétiquement les espèces vivantes. C'est très courant, les OGM. Qu'on soit infertiles. Qui sont infertiles, oui, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on va faire apparaître la vie maintenant en laboratoire. C'est l'utopie, c'est l'ectogénèse. Bon, c'était déjà consigné dans un roman des années 1920, Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, ce qui permettrait effectivement de stériliser le vivant en bloc, de la plante jusqu'à nous. Donc c'est plus juste des séries dystopique. C'est vraiment la réalité. Mais il y a des gens qui travaillent très sérieusement là-dessus. Mais ça ne fait pas des gens sans Mais âme. est-ce que c'est réaliste de penser que ça va arriver? Parce que je pense dans la population ou les gens qui pensent, les philosophes et tout, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit d'accord avec ça. Donc, même les gens qui pensent pas, je peux pas imaginer. Non, mais les gens qui pensent pas, eux autres vont y aller. Mais c'est une réalité. Je peux pas imaginer qu'ils vont trouver ça normal. Je pense que c'est tout l'intérêt de l'ingénierie sociale, c'est de
rendre la conception, la compréhension de ça comme étant normal. Est-ce que ça fonctionne avec des gens comme vous? On voit en tout cas... Ça ne fonctionne pas avec des gens Est-ce comme vous? qu'éventuellement, être enceinte, ça va être comme un résistant complotiste d'extrême droite? Peut-être. Moi, je dis, c'est un peu sur le mode de la plaisanterie, notre avenir, ce n'est pas Matrix, pas uniquement du moins. Parce que vous vous souvenez là, des films où en fait, finalement... les batteries. Nous sommes utilisés, le vivant, la viande, en fait, ça c'est l'expression d'un écrivain de science-fiction, là, celui qui a inventé l'expression de cyberespace. Donc, dans le monde des machines, dans le monde du cyberespace, les êtres vivants sont appelés la viande. Voilà. Ouais. Et en fait, nous ne sommes que les parties génitales des machines, en fait, parce que là, en l'occurrence, chez William Gibson, pour dire son nom, en réalité, les êtres vivants, les humains, ne sont pas stérilisés. Mais alors, dans Matrix, ils sont en plus ou moins stérilisés, en fait. Et ils servent effectivement de batterie électrique. Mais ce qui nous attend en réalité, ce qui nous pend au nez, c'est une combinaison de Matrix et d'idiocratie. Parce que en fait, le problème, c'est qu'il y a des effets boomerang, justement, sur le plan, technologique, qui font que, en réalité, ça marche de moins en moins bien. Là, j'ai parlé avec des informaticiens, des gens d'assez haut niveau qui disent effectivement, et d'ailleurs il y a un article qui est sorti dans Nature l'an dernier, qui montre qu'en fait il y a ce qu'ils appellent l'effondrement des modèles en informatique. C'est-à-dire en fait tout simplement l'entropie de l'information, c'est-à-dire la dégradation du signal au fil du temps. Voilà. Et en fait, ça, c'est typique. On pensait que c'était réservé aux êtres vivants. Ça s'appelle la mort, tout simplement. La perte d'information, donc la dégradation du signal. Là, en l'occurrence, le renouvellement cellulaire se dégrade au fil du temps. Bon, mais en réalité, ça concerne aussi les machines, les ordinateurs. C'est-à-dire que si vous mettez en réseau plusieurs intelligences artificielles, vous entrez un message à un moment, il y a un mécanisme, ce qu'on appelle aussi le téléphone arabe, c'est en fait de transformation du message au fil du temps. Et les IA, les intelligences artificielles en réseau, au bout de plusieurs générations, en tout cas au bout d'un certain moment, en fait, ressortent le message complètement déformé par rapport au message originel. Ça veut dire qu'à un moment, il faut réintroduire de l'humain pour corriger les erreurs des machines. Et de l'humain compétent. Et ça, c'est structurel. Oui, et de l'humain compétent, parce qu'on est aussi dans un monde où effectivement, plus rien ne fonctionne parce que, encore une fois, dans une entreprise, quand on passe 10% de son temps à faire des éducations sur la tolérance envers les minorités sexuelles ou ethniques, etc., c'est tout ça en temps qu'on n'est pas là en train de vendre, aller voir des clients, maintenir les machines, faire en sorte que... Donc, en fait, on est en train d'entrer dans une entropie qui, par la complexité du modèle économique et technique qu'on a, augmente aussi géométriquement avec. Et tout ça dans un modèle avec des dettes qui ont aussi augmenté de manière exponentielle géométrique, qui rendent le capital nécessaire pour faire la maintenance de systèmes complexes de moins en moins disponible. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, ça va être le bordel. Et moi, je le vois parce que j'avais cette intuition quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler dans l'informatique, parce que c'est un peu une tradition de famille, mon père était dans l'informatique, je suis allé passer dans l'informatique aussi, et je voyais qu'il y avait un truc qui... Pour que ça marche, il fallait investir de plus en plus, mettre des nouvelles machines, des nouveaux logiciels par-dessus les anciens, reprendre des anciens trucs, mais on était obligé de garder ce qui était legacy, comme on dit en anglais, ce qui existait déjà, pour faire fonctionner des nouveaux trucs par-dessus. Et on se retrouve alors maintenant, 20, 30, 40 ans plus tard, avec des systèmes complexes qui en fait fonctionnent sur un vieux morceau de code qui a été créé il y a 30 ans dans un code que personne ne sait faire. Aujourd'hui, et on a vu parce qu'ils ont perdu les pannes Microsoft de cet été avec les gens stranded dans les... Alors, je ne sais pas si ça touchait le Québec, mais en Europe, on a eu des millions de gens qui, tout d'un coup, les avions ne marchaient pas, les aéroports étaient... Et ça, c'est un tout petit symptôme qui commence de cette complexité trop grande qu'on a mis en place. Alors, les gens qui y croient, je te laisse la parole, ils sont dans cette hubris, dans cette démesure, dans cette idée de la folie... Comment dire c'est quoi le terme en théologie de démiurge. Je suis un dieu, je maîtrise tout, parce qu'en fait, dans leur vie, ils maîtrisent tout. Ils ont des larbins qui se bossent pour eux, qui leur font... Il y a le family office, il y a le type qui est le chauffeur, il y a le type qui gère. Eux, ils n'ont jamais de problème. Eux, ils voient jamais le truc. Il n'y a pas le Wi-Fi à planter, il n'y a rien qui marche. Non, ils ont tout qui fonctionne, ils ont des redondances, parce qu'ils ont mis des milliards. Ils ont des bunkers en cas de chaos, etc., qui sont complètement des idées débiles. Mais ils veulent pas m'écouter, donc tant pis. Et à la fin,
il se déconnecte, les Klaus Schwab, il se déconnecte de la réalité. C'est quand la dernière fois qu'il a pris le métro, c'est quand la dernière fois qu'il a vu, qu'il voit les gens qui puent des aisselles, qui sont dans le truc. Quand il se rend compte du niveau intellectuel des gens qui fait venir dans les pays en disant non mais c'est eux qui vont payer nos retraites. Les mecs ils ont 60 ou 70 de QI. Ça va pas faire fonctionner les machines. Hein. Et quand ils vont mettre des Terminators pour nous exterminer parce qu'on voudra pas obéir, ils vont se rendre compte que les Terminators, ils marchent pas avec le sable, ils marchent pas dans la flotte, tous ces drones, ces machins. C'est une maintenance de folie. Alors le seul, c'est quand ils sont kamikazes, ça va parce qu'on les utilise qu'une fois. Mais tout ce système militaire, ils plantent. C'est ce qu'on voit en Russie. À la fin, le bon vieux matériel des années 70, c'est ce qui marche. Le bon vieux Kalachnikov, ça tombe pas en panne. Mais tous les trucs compliqués, etc., excusez-moi d'être vulgaire, mais ça merde au bout d'un moment. Et donc, c'est ça l'espoir. Oui. C'est ça, oui, c'est l'espoir, c'est effectivement en fait l'accident en fait, enfin ou du moins ou l'effondrement. C'est pour ça, moi je dis en fait aux gens, en fait, notre avenir c'est pas une dictature informatique, c'est une dictature informatique qui ne marche pas. Une dictature. C'est rassurant. C'est un mélange en fait de Matrix et de idiocratie. Donc il faut être un peu italien. C'est ça en fait. Je pense qu'on est déjà dans l'idiocratie. Ben, on est bien entré dans cette ère-là. Technologie. On doit arrêter. On va continuer la conversation pour les membres. Pour les membres. On va aller, moi je veux vous entendre sur la guerre qui s'en vient, qui est là depuis 5 ans, je pense. Dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste? Je veux savoir chacun votre réponse. Optimiste pour le futur et quand vous pensez que le système actuel va s'effondrer? Vu que vous êtes de grands prophètes médiums, on vous demande quand précisément, quelle année. Question d'avoir de l'espoir. J'ai pas pris ma boule de cristal, donc je l'ai laissée en France. Bon. Optimiste ou pessimiste? Non, je suis optimiste, oui. Optimiste. Justement pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'en fait, les seuils de complexité croissants vont en fait obliger les politiques publiques et même le grand capital à de toute façon changer. Ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, c'est une utopie. Voilà, enfin, on peut résumer ça comme ça, effectivement. Okay. Mais, et puis, les gens aussi s'éveillent à la folie, ils commencent à voir clair. Aussi, mais ça fait partie de tout ça, c'est que c'est impossible. Là, c'est de plus en plus évident. En fait, l'informatique marche de moins en moins bien. Et donc, ça crée de plus en plus de gens qui rouspètent. Enfin, et qui commencent. Moi, j'ai eu des discussions avec des collègues. Donc, je travaille dans un établissement qui est très fortement informatisé. Ils commencent à trouver que c'est excessif. Et que, les bonnes vieilles méthodes où on écrivait sur le papier, au moins, ça plantait pas. Il y avait moins de bugs, en réalité. Et pour quelqu'un qui a travaillé dans des très grandes entreprises, je sais de quoi tu parles. Oui, il y a beaucoup de chaos là-dedans. Parce que c'est comme tu disais, comme vous disiez, on se vouvoie aujourd'hui. On a des systèmes disparates un peu partout, puis là, il y a des gens qui savent plus. Il n'y a plus personne. Et puis moi, je suis très optimiste parce qu'encore une fois, étant italien d'origine, le chaos, c'est quelque chose qui est dans mon sang, dans mon pays, depuis la chute de l'Empire romain. On a vécu, s'est développé dans le chaos. Et je sais que de la chute de l'Empire romain naît Venise. De la chute du chaos naît duché de Florence. Naît, je sais pas, même la Rome des papes. C'est vachement. Quand on lit l'histoire du Caravage, par exemple, c'est un artiste extraordinaire. C'est extraordinaire la vie dans le chaos, en fait. Le type, il peint des trucs extraordinaires, puis il va s'amuser, il va s'enivrer, il va faire du duel avec. C'est le monde. Humain reste humain. Alors peut-être qu'on veut remplacer les humains, et moi je suis pas dans le... On peut imaginer des scénarios de science-fiction où on développera, on a été des hominidés, ensuite on est devenu des humains, et demain on sera peut-être autre chose. On va créer des machines, et puis nous on sera obsolètes, et puis voilà. Mais comme Elon Musk veut faire avec ses implants dans le Mais en attendant, on doit vivre libre, on doit vivre vivre avec responsabilité. Entre Google, juste en y pensant. Non, surtout avec ce que vous venez de dire par rapport à l'échec de la technologie, je ne vais pas l'implanter dans mon cerveau. Oui, c'est ça. Oui, déjà que les injections
faut faire gaffe. Donc, les trucs technologiques, il faut se méfier. Ben, ça en était, non? Bien qu'on a des plombages, on a des lunettes, c'est aussi des technologies qu'on externalise. Une forme de technologie déjà. Vrai. Mais oui, bien sûr. Mais on a des pacemakers. Comme dit, on a déjà notre téléphone qui est une extension de nous. Ben, bientôt, on va l'avoir injecté dans le bras. La majorité des gens ne peuvent pas s'empêcher. Donc, on a déjà. Je pense qu'il faut rester optimiste. D'abord, il faut rester optimiste. C'est un devoir, surtout si on a une famille, des enfants. Il faut leur transmettre le côté sceptique, de se méfier de l'autorité. Moi, je dis la chose la plus importante dans la vie, c'est la nécessité. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est de réfléchir par soi-même. Et donc de remettre en question tout ce qu'on nous dit, tous les dogmes. Si on a envie d'être religieux, croyant, on peut, mais faire un raisonnement de travail éthique avant pour pouvoir y arriver sincèrement. Et pas juste, je suis la religion de mes parents. Et la même chose, l'étatisme, c'est aussi une religion. Réfléchissez par vous-même. Remettez-vous en question. Fait que ça la science, ça peut être le scientisme, c'est clairement une religion. Oui, clairement, on l'a vu. Ça fait que ça met la table pour notre discussion qu'on va avoir après. On va parler du futur. Qu'est-ce qui va s'en venir? Et avant de terminer, je veux dire que l'émission qu'on prévoyait enregistrer, c'était le 18 septembre avec Guy. Elle va être reportée, donc on va vous tenir au courant de la nouvelle date. Oui. Voilà, parce que pour pas que vous pointiez en studio le 18. Puis cette semaine, on était supposé être chez toi. Oui. Tranquille. Avec tranquillement. À s'obstiner. À s'obstiner comme d'habitude, parce que nous, on n'est jamais d'accord sur rien. Non, ça, c'est notre... Et on va faire l'émission à la maison la semaine prochaine. Et tu pourras nous parler aussi de ton cheminement isagénique. Oui, aussi. Puis, on va revenir sur l'émission de la semaine passée, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ah oui, puis on va parler du débat aussi. Oui, du débat aussi. Fait on a beaucoup de choses. Vous trouvez pas qu'il a maigri un peu? Voilà, déjà. Ben oui. Je commence et dans une démarche santé, on le prend en main. C'est important, la santé. Je pense pas que je vais devenir vegan un jour. Il faut devenir souverain et reprendre sa santé. Il y a des choses impossibles dans la vie. Alors, merci Lucien Cerise, merci Piero San Giorgio. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on vous garde avec nous pour... On se retrouve dans la section membres. Voilà. Merci à tous. Et merci à tous, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.